Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Bonjour à tous, Afri-Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Lassana Dembélé, un militant des droits de l'homme et leader communautaire. Et nous avons de Paris, France, Jean-Claude Mambang, journaliste éditorialiste politique et fondateur du site d'information et magazine en ligne La Gazette du Continent. Et ici, aux États-Unis, dans l'État de Seattle, nous avons Jean-Jacques Kayembe, médecin spécialiste en santé publique, travaillant dans le département de la santé publique de la ville de Seattle, dans la riposte contre le COVID-19. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais, le président ghanéen Akufo-Addo a qualifié le coup d'État militaire du dimanche 5 septembre 2021 de violation claire de notre charte sur la bonne gouvernance. Quelles sont les implications négatives ou positives du coup d'État en Guinée sur les pays de la région? Jean-Jacques, si vous pouvez commencer. Bon, le coup d'État en soi n'est pas toujours quelque chose d'intéressant pour un pays, d'abord sur le plan régional, sur le plan national et interne. C'est-à-dire qu'une déstabilisation, ça donne un coup d'arrêt sur un processus économique, politique, social dans un pays. Donc, il y a une déstabilisation, un changement de leadership brusque, inattendu. Et cela entraîne des conséquences à tous les niveaux. Sur le plan communautaire, les gens sont dans un non-dit et dans une incertitude. Et sur le plan national, il doit y avoir une réorganisation et des échiquiers, des enjeux politiques au niveau interne. Et sur le plan régional, sur le plan sécuritaire, au niveau des frontières, il y a ce changement-là. Mais c'est en fait du déjà vu. Hein. Tout au long de ces 5 dernières années, on a vu ces changements. Ici, on parle d'un coup d'État, mais certains changements étaient brusques, inattendus, soit changement de gouvernement, élection bâclée. C'est seulement le mode opératoire qui change dans ce contexte. Et depuis plus de 70 ans, l'Afrique vit ce continuel de fort, ce continuel de système. Donc, là, dire que la Guinée, bien sûr, a subi cela de manière inattendue, mais c'est quelque chose de prévisible. Avec ce changement, déjà une année auparavant, ou je crois 2 années auparavant, de la constitution guinéenne qui a permis au président déchu d'être élu pour un 3e mandat, c'était déjà des préludes
d'une déstabilisation perpétuelle. Et quand on regarde la Guinée dans l'échiquier de la région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on sent que la Guinée est entourée de pas mal de pays qui sont dans un processus continuel de déstabilisation. Soit ce sont par des rebelles djihadistes, soit c'est une instabilité politique et il y a une position ambiguë de la CEDEAO et des autres communautés régionales, bien sûr, qui condamnent l'acte, mais qui en réalité n'ont pas pu prévenir et préparer pour que cette situation ne se produise. En fait, nous crions au feu, comme le président Délé crie au feu, pendant que la situation devait être prévenue en amont déjà. Donc la CEDEAO n'a pas joué son rôle, les organisations sous-régionales n'ont pas joué leur rôle à temps pour d'abord ne serait-ce que prévenir le changement de constitution qui donnerait au président Condé l'opportunité d'avoir un troisième mandat qui était déjà contesté par l'opposition. Donc, les ingrédients en fait étaient réunis pour une déstabilisation de la Guinée et on ne compte pas les intérêts stratégiques et économiques, surtout la Guinée étant un très grand producteur de bauxite qui est un des métaux rares dans la fabrication d'aluminium et dans le marché mondial, il y a déjà de la panique et du soubresaut à cause de ce changement politique. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui étaient déjà, sur le plan historique, préparés à cette instabilité et maintenant, sur le plan régional, aura des conséquences dans le futur. Monsieur Lassana Dembélé, vous êtes ivoirien. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire et les autres pays de la région ont bien géré le changement de constitution d'abord en Guinée et le coup d'État qui est arrivé par la suite? Merci de me donner la parole. Merci à tous les participants et les intervenants. Sincèrement, je ne vais pas m'appesantir sur le cas de la Côte d'Ivoire et des pays environnants. Je me dis que de façon générale, l'Afrique, comme l'a fait si bien remarquer René Dumont, l'Afrique noire est bien mal partie à plusieurs niveaux. Quand on regarde la situation en Guinée, on pouvait s'attendre à ce qui est arrivé. Comme on pouvait s'attendre à ce qui est arrivé au Mali, etc., etc. Il y a comme en Afrique une fatalité de la gestion du pouvoir. Et des gens qui viennent au pouvoir avec des discours bien mielleux, des gens qui viennent au pouvoir avec des intentions, je ne sais pas, comme certains le disent, s'il y a une malédiction dans la politique africaine, ou bien c'est la mauvaise foi, on critique les interventions étrangères. Et l'aspect le plus décevant encore, quand je vois par exemple Alpha Condé, un opposant historique, un homme de gauche qui arrive au pouvoir avec des belles idées, et puis patatras, il se retrouve dans une situation comme ça, des confiscations du pouvoir, par des manipulations de constitution. C'est aberrant. Et quand on parle des conséquences, on pense aux conséquences sous-régionales, etc., etc. Mais les conséquences nationales d'abord. La Guinée a trop souffert. Combien de personnes ont été tuées? Je ne parle pas des régimes précédents, mais seulement sous le régime d'Alpha Condé. La violence institutionnelle, les arrestations arbitraires, jeter les gens en prison, la vie sociale, politique, économique qui pratiquement a été chamboulée. Je dis simplement que c'est un espoir déçu pour la Guinée, un espoir déçu pour la sous-région et un espoir déçu pour l'Afrique. Jean-Claude Masmombang, vous êtes éditorialiste politique, vous avez suivi la situation en Guinée aujourd'hui, la conclusion par rapport à tout ce qui s'est passé. Les gens disent souvent c'est très décevant. Est-ce que vous pensez la même chose? Si vous pouvez voir un peu la personnalité d'Alpha Condé, que l'on a connu dans l'opposition d'abord, et puis ses réalisations en politique aujourd'hui. Bon, je suis très partagé. Hein. Je suis vraiment partagé par cette situation. Mais bon, de l'opposition à la société civile, en passant par la population, paradoxalement, ces coups d'État, le coup d'État du 5 septembre, jouit pour le moment d'un fort soutien populaire. Alors, je ne comprends pas. La junte militaire a rencontré l'adhésion de la population. Pourquoi cette adhésion? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi cette adhésion? Je pense que cette adhésion est essentiellement
liées aux chefs d'État, à nos chefs d'État, même nos opposants d'hier qui accèdent au pouvoir, qui s'éternisent au pouvoir. Nos chefs d'État refusent de limiter le nombre de leurs mandats. Nous avons des exemples. Le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal avec Abdoulaye Wade, ils étaient opposants. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, pour ne pas paraphraser Dembélé, c'est comme s'il y a une malédiction des dirigeants africains. Arrivés au pouvoir, ils modifient la Constitution. Premier élément. Moi, je pense que nous assistons aujourd'hui à une sorte de reflux des démocraties et à la résurgence de coups d'État. Alors, pourquoi assistons-nous à cette résurgence des coups d'État? Il faut combattre le mal à la racine. Et le mal, moi, je l'appelle les présidences éternelles, les dérives monarchiques. Les deux intervenants l'ont bien expliqué. Nos dirigeants, dès qu'ils arrivent au pouvoir, d'une part, il y a la prolifération de suppression de la limitation au mandat présidentiel. Donc, ils suppriment ça. D'autre part, nous assistons à une présidence, disons, à des présidences, ça concerne l'Afrique en général. Après, nous assistons à des présidences qui deviennent familiales. La mauvaise gouvernance, la corruption, l'accaparement de la richesse par un clan ou une famille politique, tout ça, comme il avait dit Jean-Jacques tout à l'heure, tout ça au détriment de la population qui est vraiment comprise dans la misère. Alors, donc une pareille situation, si on n'en prend pas garde, ce sont des situations qui conduisent inévitablement au retour du coup d'État militaire et au monolithisme d'idées. Ouais. Que faut-il réellement pour que les chefs d'État ou les nouveaux présidents, même ceux qui étaient dans l'opposition, quand ils arrivent au pouvoir, ne puissent pas changer de constitution? Que faut-il réellement? Je ne sais pas si ça peut se régler au niveau des organisations régionales. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai constaté l'impuissance, on va dire l'impuissance de la CEDEAO et de l'ONU. Que faut-il faire justement pour stopper cette situation? Je ne sais pas. Parce que nous avons remarqué depuis 2000, pas moins de 15 chefs d'État africains ont fait modifier la Constitution. Moi, je pense que véritablement, il y a une inconséquence et une incohérence au niveau de ce qu'on appelle la communauté internationale. Une politique de 2 poids 2 mesures qui fait que véritablement, il n'y aura pas de positions alignées et de positions fiables à gérer ces coups d'État en Afrique. On les tolère ou on les accepte dans certains pays et on condamne dans d'autres pays. Et regardez un peu ce qui est arrivé au Tchad, ce qui est arrivé en Égypte avec Al-Sisi, qui est venu, qui a arrêté et condamné et assassiné pratiquement, laissé mourir un président élu dans les géoles. Regardez ce qui est arrivé au Tchad. C'est un coup d'État. Alors, la communauté internationale tolère et ferme les yeux sur certains coups d'État et veut condamner d'autres coups d'État. La communauté internationale tolère certains 3 mandats et veut condamner certains 3 mandats. Alors, tant qu'il n'y aura pas de cohérence au niveau de la communauté internationale, il y aura problème. Mais moi, je vais même au-delà de la communauté internationale. Les pays africains n'appartiennent pas à la communauté internationale. Les pays africains appartiennent aux citoyens de ces pays-là. Et moi, je dis qu'il va falloir éduquer les populations à comprendre et que leur intérêt n'est pas avec tel groupe, ou telle ethnie, telle religion, mais que leur intérêt, c'est de faire en sorte que la bonne gouvernance prévaille chez eux, qu'il y ait la démocratie et qu'il y ait un partage équitable des richesses nationales. Tant que nous n'arriverons pas à impliquer les populations dans la prise en charge de leur destin, dans la gestion de leurs biens communs, on va se retrouver dans ces situations-là. On ne peut pas attendre que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, l'ONU ou encore moins
l'Union africaine qui est, moi je considère vraiment une organisation hétéroclite d'intérêts divergentes qui vont venir régler les problèmes africains. Ça n'arrivera pas. Là, et d'ailleurs, personne des étrangers ne sont jamais venus régler les problèmes d'un pays. Ça commence par les citoyens qui prennent conscience de leur situation et qui agissent pour faire changer les choses. Et c'est à cela, je crois, et c'est par là, je pense que les changements peuvent réellement venir. Oui, mais si je peux prolonger le propos de Dembélé, moi je pense que la population, le peuple africain, je fais une différence entre le peuple et les élites. Moi, je pense que le peuple, la population, tient et pourtant à la Constitution. Ils ont démontré à plusieurs reprises qu'il y a une sorte d'attachement de peuple à la Constitution. Par contre, ce sont nos élites, les acteurs politiques, que eux ne respectent pas les règles qu'ils ont eux-mêmes édictées. Parce que la population tient vraiment et respecte la Constitution. Parce que moi, je pense que le respect de la Constitution est non seulement un gage de la stabilité, mais c'est aussi une meilleure garantie de combattre l'autoritarisme et l'arbitraire. Mais je ne comprends pas pourquoi nos acteurs politiques, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en dictateurs. Même ceux qui étaient dans l'opposition, dès qu'ils prennent les pouvoirs, ils modifient la Constitution et parfois ils font pour préparer les dynasties, les transmissions familiales. Ils s'arrangent pour mettre leurs enfants. C'est un non-sens. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème. Oui, et Jean-Jacques, la CEDEAO et l'Union africaine ont condamné le coup d'État en Guinée. C'était pareil lors des coups d'État au Mali et au Tchad. C'est du déjà vu, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Pouvons-nous croire que le cri de ces instances sera entendu cette fois? Non, je ne pense pas du tout que ce cri sera entendu. D'abord, parce que la CEDEAO est juste un organe purement politique et n'a pas une certaine puissance économique pour avoir une influence. Pour qu'un organe ait de l'influence sur un pays pour faire changer les choses, d'avoir une puissance économique et militaire forte. Or, la CEDEAO de par ses chartes et son organisation, n'a pas un pouvoir dissuasif, même au niveau de l'Afrique, de même pour l'Union africaine. Donc, on a changé de l'organisation unitaire africaine, on a devenu l'Union africaine, qui est en grande partie subventionnée par les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne, une institution qui est polarisée par la communauté internationale, n'a aucune influence sur cela. J'aimerais rapidement rebondir sur les propos de Jean-Claude et de Dembélé tout à l'heure, quand il disait que quand il y a eu un coup d'État, il y a une adhésion de la population à travers ce coup d'État. Mais c'est parce que le peuple en a marre, il y a un manque de perspective économique et même du futur. Non? On sait que l'Afrique contient au moins 2/3 de la population jeune qui n'a aucune perspective d'avenir. Et tout ce qui lui est offert sur le bras avec une jeunesse, un coup d'État qui dit changement et avenir pour les jeunes l'embrassent, la population l'embrasse parce qu'il n'y a pas d'avenir, pas de perspective économique. Et même notre système politique, notre soi-disant démocratie à l'africaine, c'est un modèle calqué à l'européenne qui tient compte des valeurs européennes. Donc l'Afrique, tant qu'elle continuera toujours à marcher les pieds derrière cette politique, on ne marchera pas. Et tout à l'heure, quand Dembélé parlait de la communauté internationale, mais oui, nos dirigeants, il y a un manque de redevabilité envers la population locale. Les dirigeants sont redevables à certains des impérialistes, à la communauté internationale qui place ces pions. Ils financent nos élections, ils financent nos institutions et ils financent ce qui doit être élu. Donc, eux, pour leurs intérêts économiques, ils nous imposent des dirigeants avec des élections truquées qu'ils dénoncent d'ailleurs, parfois dans la plupart des cas. Quand il y a eu la révision constitutionnelle en Guinée, par exemple, la communauté internationale s'est dit préoccupée. Elle n'a pas condamné les termes, ils choisissent très bien les termes. Hein. Ils se disent préoccupés de ce changement de constitution, mais elle décide d'accompagner le gouvernement parce qu'il y a des intérêts, ils se disent préoccupés. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle condamne, voilà les termes qu'ils utilisent. Ils condamnent. Quand on condamne quelque chose, on n'en dit rien. C'est comme dans une maison. Quand je condamne quelque chose, qu'est-ce que je dis? Je condamne, oui. Mais quand j'agis, il y a quelque chose de changement. Donc, il y a cette ambiguïté de langage, cette complicité tacite de la communauté internationale qui, en fait, au fur et à mesure que l'élite africaine de la nouvelle génération prend conscience et veut assez que cette élite
comprennent un peu les enjeux, et les enjeux économiques surtout et géostratégiques de la région. Parce qu'il faut dire que il y a une influence importante maintenant de la Russie au niveau de la région ouest africaine. Il y a la Chine et maintenant la France et les États-Unis. Donc, ces grandes puissances ont toujours des enjeux économiques importants au niveau de la région. Et ces coups d'État ont souvent des intérêts cachés, la plupart économiques, et qui, bien sûr, c'est toujours l'Africain et le peuple africain, et surtout la petite classe, comme dit Jean-Claude tout à l'heure, la classe non élite qui subit, parce quand il y aura des manifestations, quand il y a la crise économique, c'est cette marmaille de la population qui souffre, pas généralement l'élite, parce que l'élite est subventionnée par la communauté internationale. La plupart ont généralement une double nationalité, la plupart sont mi-français, mi-guinéens, mi-français, mi-ivoiriens. Donc, ils ont des avantages. Et c'est seulement la population locale qui paye le prix de cela. Pourquoi chaque fois qu'il y a des coups d'État du genre, on s'attend toujours aux déclarations et à la position des pays occidentaux? Est-ce que cette situation est le salut que le peuple africain attend? Monsieur Dembélé. Je crois que cela a été expliqué déjà en long et en large par tous ceux qui sont intervenus, Jean-Jacques, Jean-Claude. L'Afrique est un continent sous tutelle. L'Afrique est un continent sous tutelle, qu'on le dise. On a des indépendances formelles, mais des indépendances qui ne se traduisent pas dans les actes. Nos présidents, ils vont prendre toujours conseil ailleurs. Les ambassades françaises en Côte d'Ivoire et au Sénégal et un peu partout ont beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe chez nous. Moi, les renseignements, par exemple, que le 43e BIMA, la brigade d'infanterie marine française, a en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, le gouvernement ivoirien ou sénégalais n'a pas ces informations, le gouvernement tchadien n'a pas ces informations. Et l'information, c'est la clé de la gouvernance aujourd'hui. Et les médias occidentaux les indépendances africaines sont des indépendances vraiment formelles. Aussi longtemps que les Africains n'arriveront pas à prendre leur destin politique et économique en charge. Un exemple, le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. Tout le monde sait ça, ce n'est pas un secret, c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine. Alors, comment vous voulez être indépendant? On a des grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, et l'Égypte, qui ne peuvent pas construire le siège de l'Union africaine. On va faire construire ça par la Chine. Est-ce que ce n'est pas déjà abdiquer de sa souveraineté? C'est la question qu'on se pose. Je voudrais prendre votre rôle et vous poser aux intervenants une petite question par rapport à la déclaration de... J'aime pas beaucoup utiliser ces termes, mais bon, souvent les médias, les journalistes l'utilisent. Le nouvel homme fort, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a fait une déclaration, il a dit, je le cite, « Si le peuple est écrasé par ses propres élites, il appartient à l'armée, c'est à l'armée de donner au peuple sa liberté. » Que pensez-vous de cette déclaration? Moi, je me dis carrément que c'est juste un pion. Bon. Où est-ce que ce général, ce colonel, on sait d'où il vient. Il vient des écoles militaires françaises, formé par les écoles militaires françaises. J'ai eu l'opportunité de faire l'armée aux États-Unis. Je peux vous dire que l'armée, c'est une école non seulement de formation, mais aussi d'idéologie. Une formation idéologique, bien sûr. Un officier supérieur formé dans les écoles occidentales a l'idéologie occidentale. Et l'idéologie occidentale, c'est l'idéologie impérialiste. Donc, il ne faut rien s'attendre de cela. C'est exactement cette armée a été équipée par la Guinée. La Guinée, bien sûr, a donné ce qu'il fallait, mais c'est la communauté internationale qui a équipé cette armée, professionnalisé cette armée pour qu'elle soit l'avant-garde, parce que je pense qu'Alpha Condé commençait à constituer un danger pour les intérêts européens, particulièrement de la France. Vous remarquez que ces 6 ou ces 8 derniers mois, les sorties médiatiques d'Alpha Condé n'étaient pas en phase avec les intérêts de la France-Afrique. Il faut le dire que ces enjeux des coups d'État ont pour élément de base en fait la remise en question de cette France-Afrique, de cette France coloniale qui veut encore garder ses intérêts économiques, politiques
et géopolitique au niveau de l'Afrique sans pouvoir s'enlacer. Pendant que les années ont changé, les paradigmes sont en train de changer, mais la France-Afrique veut se maintenir en Afrique. Je dis que c'est juste une marionnette, comme tant d'autres amis à la tête du pays. Il y aura bien sûr, déjà récemment, je crois ces derniers jours, on parle déjà d'une table ronde où il y aura toutes les forces politiques qui seront dans une... C'est le schéma connu, n'est-ce pas? Changement du régime, troubles au niveau du pays, table ronde, gouvernement d'union nationale, il y aura commission vérité réconciliation pour réconcilier les uns les autres, et voilà. Mais dans l'entretemps, on continue d'exploiter le bauxite, les compagnies pétrolières, les compagnies minières dans le pays continuent leur business sans problème, et pendant qu'on distrait la population de l'Afrique tout entière avec ces accords qui prendront entre 12 et 18 mois, il y aura un gouvernement de transition qui sera chargé d'organiser des élections crédibles avec une modification de la Constitution, ça nous prendra 3 et 5 ans, et le général qui était homme fort va devenir civil et devenir l'homme qui va devenir président de la République. Ce schéma, on le connaît déjà. Donc, c'est un schéma qui a toujours été, en fait, c'est la carte qui gagne, qui a fonctionné dans tous les pays d'Afrique. Ça a fonctionné en RDC, au Tchad, dans beaucoup de pays de la région francophone, et c'est la même carte qu'on est en train d'abattre tout le temps. Donc, à ta question, j'ai dit c'est une marionnette et le schéma, on le connaît. La Guinée va perdre entre 3 et 7 ans, et même 10 ans, dans un processus et pendant lequel les compagnies et les intérêts financiers vont continuer à s'accaparer des ressources naturelles du pays, et pendant que le pays va faire sa transition, transition encore démocratique, on va le dire, parce que, disons, en 84, quand Sékou Touré est mort, on disait qu'il y avait une transition démocratique qui s'est installée en Guinée après la fameuse dictature de Sékou Touré qui a été mise en place par la France, comme étant un activiste, un social qui a été mis en place et devenu dictateur. Et en 84, la Guinée avait commencé sa démocratie avec des transitions, et maintenant, il y aura encore une transition démocratique. C'est juste un jeu que la communauté internationale joue pour essayer de garder son emprise dans des pays comme la Guinée et tous les autres pays de la région. OK. Ce que je voudrais dire simplement que le colonel Doumbia, il n'est pas seulement comment dire, un pion, c'est un ancien légionnaire français, ça veut dire que c'est un ancien militaire français. Il était dans la Légion étrangère française. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Et malheureusement, comme on le dit, en Afrique, on prend les mêmes et puis on recommence. On prend les mêmes, on recommence, c'est le même réchauffement. On n'avance pas, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ça la réalité de l'Afrique. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la formule exacte. Mais moi, du point de vue idéologique, du point de vue politique, du point de vue de ma propre conscience, je me dis que l'Afrique ne pourra... Parce que, écoutez, on peut continuer à condamner l'Occident, on peut continuer à condamner la France, on peut continuer à condamner, etc., etc. Mais l'Afrique n'a pas été le seul continent à être colonisé. Les Vietnamiens ont été colonisés, les Cambodgiens ont été colonisés, la Chine a été colonisée, le Japon a été colonisé, les États-Unis d'Amérique ont été colonisés. Mais ils sont parvenus à trouver leur voie authentique pour sortir, pour émerger. Et pour revenir à une des questions que je vais mentionner, on dit par exemple que le colonel Doumbia dit que quand les politiques ont échoué, il appartient aux militaires de prendre des responsabilités. Mais je dis qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas des institutions fortes et des institutions crédibles en Afrique, la démocratie va toujours patauger. On a vu ce qui s'est passé chez nous ici aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump voulait faire un coup d'État. Tout le monde sait que Donald Trump voulait faire un coup d'État. Oui. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a des institutions fortes et des institutions crédibles. Et pour conclure, je veux dire que une des conclusions, il faut d'abord que le peuple s'émancipe. Il faut que le peuple africain s'émancipe. Et que ce peuple-là arrive à mettre en place des institutions fortes et des institutions crédibles. C'est le seul gage de pouvoir faire un barrage à la dictature militaire. Sinon, je ne vois pas d'autre solution. On peut continuer à critiquer la France, on peut continuer à critiquer les États-Unis. Qui va laisser tomber ses intérêts? Personne ne va laisser ses intérêts. On parle de la France, on parle des États-Unis. Israël, un micro-État aujourd'hui est en train de contrôler et diviser les pays africains. Où on va? Il faut que les Africains apprennent à se respecter, à être sérieux. Jean-Claude, je ne sais pas si vous êtes satisfait de ces 2 réponses. Je suis satisfait, mais par contre, moi je pense
que le coup d'État du 5 septembre était un recul de la démocratie. Parce que, contrairement à ce que Jean-Jacques a dit, ou Dembélé, moi je pense que le peuple africain s'est émancipé. Le peuple a compris le sens de la démocratie. Mais il y a un fossé entre les élites, j'insiste, il y a un fossé entre les élites et le peuple. Il se bat tous les jours pour les libertés publiques. Mais moi, je pense que ce sont les élites qui ne veulent pas, qui s'accaparent du pouvoir pour s'enrichir. Dès qu'un homme politique accède au pouvoir, dès qu'un homme politique, même quelqu'un qui était en opposition, mais les fortunes se créent en un temps record. Ils deviennent des millionnaires, des milliardaires. Entre-temps, la population croupit dans la misère. Ces mêmes gens, quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner en Europe. Nous avons vu récemment le décès de l'ancien Premier ministre ivoirien qui est venu se faire soigner ici. Tous, même chez nous au Congo, quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner en Europe. Et ça, c'est vraiment regrettable, cette situation. Donc, là, je reviens maintenant sur Alpha Condé. Malgré les multiples voix qui se sont soulevées contre son projet, il s'est entêté. Parce que les gens se sont soulevés, il y a eu des morts. Mais il s'est entêté, il voulait garder le pouvoir. Et pourtant, c'est quelqu'un comme Jean-Jacques l'avait dit, ou Dembélé, il a passé une majeure partie de sa vie à se battre pour la démocratie. Je pense qu'il a été même emprisonné, je ne me rappelle plus exactement si il a été emprisonné même. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu plusieurs fois, mais arrivé au pouvoir, il devient autocrate. Ça, c'est moi, je ne pense pas que ce sont les Occidentaux, la puissance coloniale, comme Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on a, nous, un problème et nous souffrons aussi, j'ai complètement oublié de le soulever, je pense qu'il y a une crise de l'intelligence aussi au niveau de l'Afrique, au niveau de nos dirigeants. Ce n'est pas normal. Alors moi, je voudrais bondir aussi sur un autre sujet. Je suis sincèrement partagé. Alors, je ne sais pas s'il y a des coups d'État qui sont salutaires, par exemple le coup d'État du 5 septembre, ou d'autres coups d'État qui sont condamnables. Je suis sincèrement divisé parce que je pense et je crois à l'universalité de la démocratie. Et cette universalité ne fait aucun doute. C'est une conviction profonde pour moi. Je sais que le suffrage universel reste et demeure le seul mode légitime et officiel pour accéder au pouvoir. Le seul mode d'accéder au pouvoir et de la volonté populaire pour moi, ce sont les élections. Mais malheureusement, nous avons des dirigeants qui nous poussent parfois à faire des coups d'État et à saluer des coups d'État. Voilà. Et comment combler ce fossé? Comment combler ce fossé entre le peuple et les élites, Jean-Claude? Sincèrement, j'avoue mon ignorance. Je suis en train de réfléchir. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, nous revenons encore au coup d'État. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean-Jacques, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce fossé? Et comment faut-il mettre fin aux intérêts? Parce que les élites, ils confectionnent ces constitutions par rapport à leurs intérêts ou aux intérêts de leurs protégés. Moi, je pense qu'il faudrait que l'Afrique et les Africains se réapproprient leur culture et leur identité. C'est là tout le problème. Nos constitutions, elles sont calquées sur quel modèle? Sur un modèle occidental qui ne tient pas compte de nos traditions et de nos cultures. L'élite africaine qu'on appelle l'élite, elle est formatée sur quel modèle? Sur le modèle occidental, sur le modèle qui ne tient pas compte de nos traditions et de nos intérêts. D'où comment un système scolaire qui a été destiné, créé pour créer des gens qui travaillent pour un système colonial et prédateur, peuvent-ils, quand ils prennent le pouvoir, penser aux intérêts de la population? C'est là même, sur le plan sociologique, c'est là même notre réflexion devrait aller. Avons-nous un modèle culturel, social fort qui nous permet d'être indépendants? Nous utilisons la langue du colonisateur. Nous utilisons le modèle économique du colonisateur, le système gouvernemental du colonisateur. Et est-ce que nous pouvons espérer avoir une autonomie dans les décisions? Non, on ne peut pas. Hein? Comment expliquer la Constitution à quelqu'un qui vit dans un fond d'un milieu reculé à Conakry ou soit dans un milieu reculé d'un village en Guinée, par exemple?
Il ne connaît pas ces modèles. Lui, il connaît l'organisation de son village avec son chef du village et consort. Pourquoi nos constitutions ne sont pas calquées dans nos modèles sociétals africains? C'est ça notre première question, des difficultés. Et au-delà de ça, quand Jean-Claude parle des coups d'État, certains coups d'État qui ont été salutaires en Afrique, on peut citer par exemple quand la prise du pouvoir du général Rawlings au Ghana, paix à son âme, il a été quand même le précurseur d'un certain changement qui aujourd'hui met le Ghana pratiquement sur le sommet parmi des États modèles en Afrique. On peut citer aussi la prise du pouvoir du colonel Kadhafi à l'époque, quand il a pris le pouvoir pour renverser tout le régime qui a permis quand même à la Libye, bien sûr, qui avait des exactions avec cette loi islamique. Bien sûr, le régime de Kadhafi en soi n'était pas toujours rose, mais on a vu quand même qu'à un certain moment, sur le plan économique et du développement, la Libye était quand même parmi les meilleures cités sur le plan économique et social. Donc, il y a quand même certains de ce changement, quand c'est fait par des nationalistes, qui n'ont pas une emprise avec, qui n'est pas en connivence avec les intérêts occidentaux, on sent qu'il y a un développement. Et malheureusement, ces leaders ne durent pas longtemps. Ils finissent par être soit boutés dehors, soit assassinés. Il y a l'exemple des gens en Afrique. Mais par rapport à la question que tu as dit, donc là, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus culturel. On devrait vraiment nous réapproprier nos constitutions, nos traditions pour qu'on ait un modèle économique propre aux Africains. Quel est le modèle, quel est l'intérêt propre de l'Africain? Il n'est pas normal que le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, par exemple, est le premier producteur de cacao et que la Suisse soit le premier producteur de chocolat. Après 70 ans d'indépendance, avec toute l'expertise que l'élite africaine a, nos ingénieurs, on n'arrive pas à avoir des industries de transformation au niveau africain. C'est aberrant. C'est aberrant que le Ghana, la Guinée soit le premier producteur mondial de bauxite et que l'aluminium soit produit, un autre pays occidental soit un premier producteur de... Après 70 ans, quand on nous fait de nos industries, quand on nous fait de l'intégration régionale, nos modèles africains ne répondent pas à nos besoins. Comment se fait-il que le Nigeria, qui produit pas mal de pétrole, les envoie à l'extérieur pour les faire raffiner ailleurs, pendant qu'on peut créer de l'emploi au niveau de l'Afrique pour donner ces opportunités aux Africains? C'est là même tout le problème. Et quand il y a ces intérêts économiques, les pays africains, les États africains, les dirigeants africains ne se mettent pas ensemble. Il y a la BAD, il y a la CEDEAO, tous ces organismes, mais vous verrez qu'il y a toujours les grandes firmes internationales qui investissent, qui viennent pour prendre des richesses, pendant que les États africains ne veulent pas s'unir ensemble. Tout récemment, on a parlé, il y a une émission déjà d'Alain Foucault qui est allé visiter l'Est de la RDC pour voir comment les Chinois, sans permis d'exploitation, détruisaient l'écologie, exploitaient sans que le gouvernement n'ait l'autorisation d'interdire cela. Et j'ai lu il y a quelques jours un tweet d'un des responsables chinois qui condamne après investigation et qui dit à ces entreprises chinoises de fermer boutiques et ils seront condamnés en Chine. Ça, c'est une nouvelle. Mais comment ça se passe en Afrique? Pourquoi nous n'avons pas des yeux pour permettre ce développement? C'est parce qu'on n'a pas un modèle africain unique à nous. Oui, le modèle africain serait-il peut-être une bonne économie dans un système dictatorial? Bon, un modèle économique, pas dans un système qui donne l'opportunité aux Africains de s'épanouir. Le système peut être, et puis d'ailleurs le système dictatorial, c'est un terme occidental, il faut le dire. Hein. Chez nous, nos traditions africaines, nos chefs de village, le chef du village, nos modèles claniques, c'était, on peut le considérer du parce que le chef avec un groupe d'anciens qui décidait de la gestion du village, n'est-ce pas? Il n'y avait pas une démocratie où les gens se mettaient pour voter, c'était le chef du village avec un groupe d'anciens qui gérait le village. C'est pas ça le modèle, c'est pas ça la définition de la dictature, c'est le modèle occidental, un groupe d'individus qui gèrent sans tenir compte des avis des autres, mais nos villages fonctionnaient très bien. Moi, je pense que le modèle africain doit être un modèle qui promeut l'entrepreneuriat africain, qui donne de l'emploi aux jeunes Africains, qui permet aux Africains de rester et non d'éviter cet exode rural. Cette fuite de cerveau. Nous sommes tous de la diaspora actuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opportunités de travail en Afrique qui permettent aux Africains de contribuer au développement de leur propre pays. C'est pourquoi on se retrouve. Moi, je suis aux États-Unis, Jean-Claude se trouve en France. C'est parce que cette élite africaine va de la diaspora qui veut un changement, qui veut l'équité, qui veut la distribution sociale, ne se retrouve pas en Afrique. C'est ça tout le problème. Donner de l'opportunité en Afrique aux Africains pour que les jeunes Africains se retrouvent dans ce modèle de développement. Ce souci n'est pas d'aujourd'hui, Jean-Claude. Non, moi, je suis en désaccord partiel avec Jean-Jacques. Moi, je pense plutôt qu'il faut faire la promotion du droit. Je m'explique. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'universalité de la démocratie
occidentale, hein, j'insiste, je suis un peu provocateur. Moi, je pense que l'universalité de la démocratie occidentale ne fait aucun doute. Et je ne crois pas beaucoup à un autre système politique. Moi, je pense que ce que nous devons faire, nous devons renforcer les mécanismes de contrôle et de sanctions et désacraliser peut-être la fonction présidentielle. C'est une piste. Moi, je pense que nos chefs d'État ont beaucoup de pouvoir. Il faut maintenant faire la promotion du droit, qu'il soit contrôlé. Comment? Je ne sais pas. Il faut chercher, réfléchir d'autres pistes. Que nos chefs d'État soient contrôlés, par exemple, par le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation. Faire la promotion du droit, redéfinir la fonction du chef de l'État en Afrique. Il faut désacraliser cette fonction. Mais là, vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire, Jean-Jacques, par rapport à ce que vous avez proposé? Parce que l'Afrique, on sait, un chef, c'est quelqu'un qui dit et ça s'exécute. Si on va avec cette proposition de Jean-Claude, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Parce que le peuple, on a même l'impression que le peuple traite ses dirigeants et qui marchent selon la démocratie de présidents faibles. Oui, président faible parce que c'est en fait la manière dont on veut que ce peuple comprenne que ce pouvoir doit être. Parce que pendant longtemps, pendant des générations, on était habitué à un pouvoir dictatorial, militaire et fort. Et parce qu'en fait, le peuple n'a pas eu cette situation d'alternance quotidienne, en fait. Okay? Il y a de ces pays où il y a un début d'alternance, on sent que les choses sont différentes. On a vu, par exemple, au Ghana, au Botswana, par exemple, où il y a eu cet exercice d'alternance pendant de longues années. On trouve que c'est normal. Ou les pays comme la République démocratique du Congo, la Guinée, où il y a eu des dictatures pendant des décennies, et il y a un début de changement, comme Jean-Claude l'a dit, d'alternance démocratique. Ce sont des choses nouvelles. Et on se rappelle toujours bien sûr, à Kinshasa, maintenant on regrette l'époque de Mobutu. On dit à l'époque que c'était une dictature de plus de 32 ans. Toute une génération née a grandi dans un système politique dictatorial où l'autorité, la voix du chef était la voix la plus probante. Et cette génération ne pourrait être que nostalgique de ces éléments-là. Donc, comme Jean-Claude l'a dit, il faudrait qu'on crée cette politique d'alternance régulière, perpétuelle, qu'elle s'installe comme institution, et les nouvelles générations vont comprendre, et aussi qu'il y ait une transition politique, une nouvelle génération vienne, une nouvelle génération qui emprunte un nouveau leadership. Regardez nos dirigeants actuels, ce sont les dirigeants de l'époque coloniale, nés, grandis, façonnés pendant les dictatures et nourris par la France-Afrique et par des idées coloniaux. Ces gens-là, c'est difficile qu'ils aient cette transition. Mais quand petit à petit, avec la démocratie, l'alternance politique, le renforcement des institutions, le pouvoir judiciaire, comme Jean-Claude l'a dit, et les autres institutions d'appui à la démocratie, okay, les activismes, le droit de l'homme, les activistes sociaux, pour que le peuple puisse revendiquer leurs droits. Et avec ce temps-là, bien sûr, beaucoup d'éducation, cela permettra, d'où ça demandera un renforcement, comme ailleurs de maintenant la gratuité de l'enseignement primaire, pour que ces notions de base soient enseignées dès le bas âge, pour que les gens, en grandissant, puissent connaître leurs droits et devoirs dès le début. Et cela pourra pérenniser petit à petit cet effort et permettra aux communautés locales de s'approprier leur terrain. Par exemple, les communautés locales qui voient une firme étrangère qui vient exploiter leur minerai dans une région, par exemple, ne connaissent pas leurs droits, ne peuvent pas revendiquer. Ils attendent que leur leader du terroir passe au Parlement et fasse une motion, pendant que les leaders, comme les populations locales, ne peuvent rien faire parce qu'ils ne connaissent pas. Or, si au niveau local, avec une éducation de base appropriée qui enseigne les valeurs, les gens peuvent déjà au niveau local revendiquer leurs droits et faire ce qu'il faut. C'est ça peut-être un début, comme Jean-Claude a dit, une alternance politique graduelle, mais ça prendra du temps parce que toutes les démocraties que nous avons maintenant de façade ont été des années de dictature avec les mêmes leaders qui changent de casquette, qui étaient à l'opposition, se battaient pour la démocratie. Au pouvoir, ils veulent s'enrichir, comme Jean-Claude l'a dit. Ils entrent au pouvoir, en 1 ou 2 ans, ils deviennent millionnaires. C'est cette génération qui doit passer. Malheureusement, cette génération doit passer et créer une nouvelle génération avec l'apport de la diaspora, bien sûr, pour aider à éveiller les consciences. Quand une conscience bien éveillée pourra aider l'Afrique à décoller.
Alpha Condé de la vieille école, déjà du vivant de Sékou Touré, il était dans l'opposition. Mamadi Doumbia est de la nouvelle école, si on peut dire, mais on a l'impression que tous sont soutenus par les Français. Oui, ils sont soutenus tous par les Français, mais la lecture a changé. Alpha Condé des années Sékou Touré, 60-70, et Doumbia de cette nouvelle génération, avec une élite assez éveillée, avec les nouvelles technologies, la donne est très différente. À l'époque, l'information était censurée, contrôlée partout. Ce qui s'est passé était vraiment, comme par exemple, si c'était à l'époque de Sékou Touré, l'information du coup d'État serait peut-être divulguée 2 ou 3 jours après. Actuellement, le coup d'État se réalise à 8 heures, tout le monde a son téléphone, entend le coup de fait, est sur live et diffuse l'information. Et cette génération qui est en alerte, qui est prête à sortir debout pour revendiquer. C'est exactement ce qui se passe en Afghanistan maintenant. Les talibans d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes parce qu'ils se rendent compte que la population descend facilement dans les rues, ils sont filmés et le monde entier est au courant. Donc, tant que le monde maintenant regarde les pays, les dirigeants se sentent un tout petit peu en réserve. Ils ne peuvent pas. Et c'est là la donne des nouvelles technologies et cette nouvelle génération. Ils ont cette opportunité de faire entendre leur voix partout dans le monde au même moment, pendant que les événements se passent. Et cette nouvelle génération, incarnée par le nouveau homme fort de la Guinée, peut aider aussi à cette nouvelle diaspora, à la diaspora guinéenne, à cette nouvelle génération guinéenne, de s'associer maintenant à la gestion du pouvoir. Parce que cette vieille école a toujours cette mauvaise habitude de ne pas associer cette nouvelle génération de la diaspora et ces jeunes dans la co-gestion du pays. Avec ce coup d'État, moi, je pense qu'il y aura une opportunité d'ouverture pour que cette nouvelle génération guinéenne, élite guinéenne, puisse s'asseoir sur la même table que la vieille école et pouvoir redistribuer les cartes pour une bonne gestion du pays et mettre les bases pour une bonne démocratie, permettre à la Guinée d'avancer. C'est cela avec, bien sûr, l'apport de nouvelles technologies. Cela a donné un très grand... a revigoré, en fait, le système politique en Afrique de nouvelles technologies, je peux dire. Et Jean-Claude, vous pensez qu'on peut espérer tant que le sponsor reste le même? Bon, moi, je ne crois pas beaucoup, moi, à cette histoire de la tutelle occidentale. Moi, je pense que c'est un discours, je dirais plutôt infantilisant, qui essaye de nous dédouaner de nos propres turpitudes. J'aime pas beaucoup ces discours, 60 ans après nos indépendances, de mettre tout sur les débits des Occidentaux. Je ne pense pas. Moi, je pense que le problème est intérieur, interne. Il nous faut une nouvelle classe politique et j'insiste, il faut désacraliser les fonctions présidentielles et renforcer la justice. Il faut que nos chefs d'État soient contrôlés parce que ce sont des gens qui s'enrichissent. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, des fortunes se créent en étant record, ce qui permet à ces gens-là de contrôler, d'appauvrir la population. Moi, je ne crois pas beaucoup à cette histoire de la présence des Occidentaux. Non. Pour moi, c'est un discours qui nous dédouane de nos propres turpitudes. Je n'ai jamais cru pourquoi cette lecture des choses. Nous apprenons que le président déchu Alpha Condé refuse de signer sa démission. Un coup d'État, ça s'impose. Ici, ça se négocie. Mamadi Doumbia est-il à la hauteur de son putsch, vous pensez? Non, il n'est pas à la hauteur. Et il a été juste bousculé au devant de la scène pour essayer de créer du sensationnel. Et là, maintenant, on se rend compte que s'il veut négocier pour obliger Alpha Condé de signer la démission, ça veut dire qu'il n'a pas d'abord l'assentiment de toute l'armée. Okay. Tous les vieux gourous de l'armée ne sont pas derrière lui, même s'il fait semblant de dire que l'armée est derrière lui. Peut-être toute l'opposition n'est pas derrière elle non plus, okay, parce qu'elle voit dans ce coup d'État peut-être une main étrangère, une main noire étrangère qui vient encore venir prendre le contrôle de la Guinée. Et il faut dire aussi, Alpha Condé, c'est un vieux renard. Hein. Il a combattu Sékou Touré, il a été dans le rouage du pouvoir en Guinée, de la vie politique guinéenne pendant très longtemps. C'est quelqu'un qu'on n'efface pas facilement. S'il a été assassiné, l'histoire a été différente. Mais Alpha Condé étant vivant, et l'histoire elle est difficile. Il peut résister. Il a encore une frange de la population guinéenne derrière lui.
Donc, c'est en fait ça, là, ce doute-là. Et en fait, c'est ces jeux d'échecs, des tests, tests à essai que la communauté, ou soit la main noire, hein, je cite souvent la communauté internationale parce qu'on dit qu'elle peut être sous réserve. Cette main noire qui veut un changement en Guinée est en train d'observer, voir. Ça, c'est un test d'essai. Si ça va passer ou si ça ne passe pas, il y aura une table ronde à laquelle on va dire à Dembélé, aux putschistes, pendant un moment, vous gérez le pays pendant 6 mois et puis vous remettez à l'ordre constitutionnel qui a été créé une constitution modifiée, qui n'est plus déjà... Donc, c'est cette succession de faux pour en faire un vrai. En fait, c'est là, en fait, c'est une méthode qui va être créée pour essayer de voir, parce que ça rend compte, en réalité, qu'Alpha Condé a encore une certaine emprise au niveau du pays. Okay? Et on ne le laisse pas parler, on ne donne pas l'opportunité de parler pour éviter qu'il y ait une flambée de violence en Guinée à cause d'un mouvement qu'Alpha Condé pourrait faire. Donc, c'est là même la partie délicate du nouveau homme fort. Et ils ont rapidement annoncé qu'il y aura des consultations nationales pour mettre toutes les forces vives du pays, c'est-à-dire essayer de débaucher tous les ennemis d'Alpha Condé, les mettre dans ce côté pour obliger finalement Alpha Condé à céder. Et c'est quelque chose de très difficile, mais malheureusement qui ne fait pas avancer la Guinée, parce qu'à ce moment-là, toutes les institutions bloquées, c'est-à-dire l'avenir du pays, là, toute une génération, des millions de Guinéens sont pendus sur les lèvres de ces politiques parfois inconscients qui sacrifient la vie des Guinéens juste pour leurs intérêts personnels. Les réunions se multiplient entre le pouvoir de Doumbouya et les organisations non gouvernementales ainsi que les partis d'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nouvelle génération et à tous ceux qui participent à ces réunions pour la Guinée de demain? Alors, moi, je dirais que c'est un combat perpétuel. Je dirais au peuple de Guinée de se battre. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Okay? Il y a toujours des changements dans la vie et ce qui arrive en Guinée est malheureusement inattendu, pas prévu pendant que la Guinée a d'autres enjeux. Et je travaille comme consultant de problèmes de santé au niveau de la Guinée comme pour un programme de paludisme. Il y a beaucoup de défis au niveau de la Guinée sur le plan sanitaire. Il y avait eu déjà ces épidémies d'Ebola qui a ravagé la population guinéenne. Le pays est en train de se reconstruire par rapport à ces épidémies. Il y a la COVID-19 qui frappe l'Afrique et il y a déjà beaucoup de moyens qui doivent être mis en œuvre pour la prévention, le traitement, pour la vaccination de cette population. Et ça, c'était quelque chose de trop. Ce coup d'État en Guinée était quelque chose de trop. Le pays souffre déjà, la situation politique, économique de la Guinée est très fragile. Les populations vivent avec moins d'$1 par jour. C'est quelque chose qui n'était pas bienvenu en Guinée, honnêtement. Et c'est là au peuple guinéen, j'ai dit beaucoup de courage et beaucoup de résilience. Okay? C'est qu'on avait résisté à l'impérialisme. Pendant beaucoup d'années, il a été classifié de dictateur, mais c'était quand même un des panafricanistes qui a tenu corps. Et la Guinée de Camara Lay a toujours été modèle de résistance, de résilience. Quand on lit les écrits de Camara Lay, les grands écrivains guinéens, on sent la force du peuple guinéen à résister par sa pensée, par ses écrits et cela. Et je demande au peuple guinéen d'être résilient, de ne pas être distrait et de s'unir. De s'unir parce que les enjeux, c'est le peuple guinéen en fait. Voir les intérêts de la Guinée, surtout les intérêts économiques et stratégiques, parce que beaucoup de mains noires veulent s'attacher aux ressources minières de la Guinée. Ça, c'est une partie parfois qu'on connaissait un peu des mettre de côté par rapport à la crise guinéenne. Ça a beaucoup à voir avec les intérêts miniers qu'il y a en Guinée. Le peuple guinéen doit vraiment jouer sa partition maintenant, voir les intérêts du peuple et son futur. Pas hypothéquer le futur de la Guinée à cause des petits accords qu'ils vont signer maintenant pour soit consolider un certain pouvoir qui sera fragile et qui aura des conséquences dans le futur. Donc, le peuple de Guinée doit être très attentif, être vigilant et dire que le monde écoute et le monde est en alerte. S'il y a des choses qu'il faut diviser à la place publique, il faut le faire pour que tout le monde soit informé. Parce que le mode opératoire, il est pratiquement le même qui est appliqué dans toute l'Afrique. Et si nous tous, comme un seul homme africain, nous dénonçons cela et nous mettons cela à la place publique, peut-être que ces gens qui manipulent les démocraties en Afrique pourront changer de tactique. Je partage cette fois-ci l'analyse de Jean-Jacques, mais par contre, je suis très dubitatif. Je ne fais pas du tout confiance à nos élites. Alors, le mal est tellement profond. Ce coup d'État a pratiquement fragilisé toute la région.
quand même, quand vous regardez la cartographie de cette région, vous verrez qu'il y a le Sierra Leone au-dessus, il y a le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Tous ces pays-là se sentent en insécurité parce que la Guinée n'est pas stable. Et la Guinée a une porte ouverte à l'océan, donc c'est les intérêts économiques de la Guinée et pratiquement de toute la région, Guinée-Bissau, tous ces pays de la région qui sont pratiquement aussi mis en mal parce que la Guinée est en point mort maintenant. Et avec la mondialisation, la globalisation, quand un pays est en point mort, tous les pays de la région subissent quand même aussi. Il y aura un impact sur l'inflation, il y aura un impact sur le PIB du pays pendant un certain moment. Et c'est pratiquement le dernier trimestre de l'année 2021, déjà que le pays a subi en gros les effets de la COVID-19 et beaucoup de pays essaient de se reconvertir et que l'Union africaine n'a finalement pas adopté un budget conséquent pour soutenir les pays africains pendant cette période de COVID. Et ce coup d'État vient juste pour essayer de mettre encore un pays en arrêt pendant qu'il était déjà en train un pays convalescent en fait. Et pour cela, j'ai dit au peuple de Guinée d'être très attentif et d'être soudé, de voir leurs intérêts et voir les enjeux économiques maintenant et futurs pour tirer leur épingle du jeu. Jean-Claude, quelque chose à ajouter encore? Une toute petite question. Oui. Alors maintenant, comment faire? Ça concerne aussi l'Afrique en général. Ça concerne nos chefs d'État. Comment faire pour garantir la limitation des mandats présidentiels? Comment faire? Parce que le déboire de la Guinée doit servir de sonnette d'alarme à tous les chefs d'État qui seraient tentés de modifier la Constitution. Pensez-vous qu'ils seront tentés de modifier ou bien par rapport à ce qu'on a vécu en Guinée, ils vont peut-être commencer à réfléchir un peu? Je crois personnellement qu'avec ce que ça a donné cette fois-ci, qu'un coup d'État puisse se négocier, c'est déjà quelque chose qui prouve que ça n'a pas été facile, ce coup d'État. Tant qu'on n'a pas réussi à tuer Alpha Condé, ça va se négocier jusqu'à la fin. Je pense que s'il faut que ce fossé soit vraiment comblé, il faudra que le peuple s'implique. Mais comment le peuple va s'impliquer? Parce qu'il faut passer, par exemple, par les députés. Et là, nous parlons de cette élite. Quand vous prenez, par exemple, les députés congolais, sincèrement, je n'ai pas confiance parce qu'on ne voit même pas l'élite. Là-dedans, hein, si on peut dire, sur 100%, peut-être qu'on a 10 ou 20. Donc, il n'y a pas l'élite. Et là, la majorité l'emporte. Et si la majorité est médiocre, c'est la médiocrité qui va l'emporter. Donc, je ne sais pas. Et là, peut-être, il faudra que le président qui est à la tête soit vraiment un homme intègre qui voudrait changer les choses. Et là, il pourrait communiquer cet élan aux députés, si ça peut se faire. À cela, moi, je rajouterais le rôle des associations, des activistes de droits de l'homme et la société civile. À ce moment-là, la société doit jouer un rôle clé pour diffuser l'information, la bonne information. Renforcer le système judiciaire en Guinée pour traîner devant les cours des tribunaux tous les auteurs intellectuels des actes de coup d'État. Mettre dans la constitution guinéenne ces éléments clés que si quelqu'un recourt à cela pour déstabiliser leur conscience, ces gens doivent être traînés en justice. Même si après le gouvernement de l'Union nationale, tout a été fait, mais que dans les lois des pays africains, que ces personnes qui sont des auteurs matériels et intellectuels de ces actes de déstabilisation soient traînés devant les cours comme les détourneurs de fonds, exactement. Et aussi que la société civile prenne le temps de faire divulguer dans les langues locales les constitutions des pays. Parce que parfois, les populations ne savent pas. Ils entendent le coup de feu, parfois ils ne savent pas. Il y a eu l'histoire où certains pays sont sortis dans le rue pour dénoncer les tentatives de coup d'État qui ont été arrêtées net. Parce que le peuple connaît. Divulguer, c'est cela. Les lois du pays doivent être divulguées dans la langue nationale. Nous, on a heureusement ici à RDC, il y a un journal Bosso, la politique, qui parle en lingala pour diffuser des informations dans les langues locales. C'est en diffusant les informations dans la langue locale et en donnant beaucoup plus de soutien aux organisations de la société civile pour réveiller les consciences et permettre à ce que le peuple soit vigilant. C'est la vigilance du peuple maintenant qui fait que ces coups d'État passent des coups d'État à moitié réussis vers une transition et des négociations comme nous avons maintenant. Donc, la société civile doit continuer son travail de conscientisation de la population et que la justice revienne et sa place dans la répression des crimes et des délits et aussi dans la gestion de la bonne gouvernance. Ça pourrait aider nos pays. Mais Jean-Claude, vous ne pensez pas que condamner par exemple Doumbia pour avoir recouru à un coup d'État
serait méconnaître la cause de ce coup d'État, qui est la mauvaise gouvernance, le changement de constitution d'Alpha Condé? Oui, tout à fait. C'est comme je t'avais dit tout à l'heure, je suis très partagé. Je suis très partagé parce que je pense que c'est Alpha Condé qui est l'auteur de toute cette crise, parce qu'il avait modifié la Constitution. Maintenant, condamner Doumbia, je ne pense pas, parce qu'il y a une grande partie de la population guinéenne qui a soutenu ces coups d'État. Moi, je pense qu'il ne faut pas condamner Mamadi Doumbia, il ne faut pas le condamner, mais il faut essayer de trouver une solution. Faire un gouvernement, comme on a l'habitude de faire un gouvernement d'union nationale, leur accorder une année de transition, et après, ils pourront organiser les élections. Ça, moi, je pense que c'est ça. Ah oui, maintenant, parce qu'on se sent impuissant, on voit le peuple, c'est vrai, on voit la position du peuple, mais on ne voit pas comment le peuple peut arriver à changer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président, l'actuel, le putschiste Mamadi Doumbia, aujourd'hui, pour la paix en Guinée? Moi, tout ce que je peux dire, moi, je soutiens sa démarche de concertation nationale. Parce que là, je pense que la société civile, le parti de politique d'opposition, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Donc, je suis pour cette démarche, concertation nationale, gouvernement d'union nationale, mais que le militaire ne gouverne pas. Donc, ils trouvent un délai d'une année, une année qu'ils organisent les élections, mais sans les putschistes. C'est ça, un grand problème organiser les élections. Mais qu'ils intègrent toute la classe politique, la société civile, mais les putschistes ne participent pas au gouvernement. Et s'ils devenaient civils comme on l'a vu ailleurs? Non. Je ne veux pas qu'il participe, même s'il est civil. Non. Ouais. Oui. Jean-Jacques? Mais pour ces concertations, les fonds pour organiser ces concertations viennent d'où? Parce qu'il y a un budget qui a été voté, qui est en cours, qui pratiquement s'épuise, et les fonds viendront d'où? C'est ça aussi un grand problème de nos pays africains. Si la CEDEAO pourra financer ces rencontres, ces concertations, et financer, ou soit la Guinée a les moyens de financer sa propre élection, ça serait une bonne chose. Mais si la Guinée n'a pas les moyens de financer ces rencontres, ces tables rondes pour former ce gouvernement d'union nationale et organiser les élections dans les 18 mois, généralement, ils courent toujours derrière la communauté internationale parce que la CEDEAO, la BAD et tous ces organismes n'ont pas pratiquement de l'argent pour financer ces genres de projets. Et on retombe dans le même risque d'avoir la main qui donne, c'est celle qui commande. Donc, c'est vraiment une question délicate, comme vous l'avez dit, Jean-Claude, et il faudrait que l'Afrique réfléchisse très bien à court et à moyen terme. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faudrait que des institutions comme les CEDEAO soient des institutions financièrement fortes pour proposer des solutions à l'africaine, parce que la solution à l'africaine, c'est que remettre le pouvoir aux civils, associer la société civile, l'opposition pour former un gouvernement national qui répond aux attentes des Guinéens d'abord. Et c'est là pour ce qu'il faut. Il faut organiser ces réunions qui vont demander des fonds. Donc, si la CEDEAO, les pays africains, ou même la Guinée a les fonds pour organiser cela, c'est bon. S'il y a des élections qui doivent organiser, peut-être qu'il faudrait un recensement de la population, parce qu'il y a eu 3 ans, donc des populations qui étaient mineures, qui deviennent majeures, qui pourraient être votées. Il faudra avoir des réconciliations, enrôlement des électeurs, organiser des élections sur fonds propres. Là, ça pourrait aider la Guinée à décider. Mais quand on met ce cahier des charges qui va coûter peut-être des milliards de francs CFA et que la Guinée n'a pas de moyens et qui se bat contre la COVID, contre les épidémies de malaria et des autres maladies, ça veut dire qu'il sera une main vers la communauté internationale qui va donner ces conditions. Et c'est là, donc, c'est ça là, le grand défi. Pas difficulté, mais le grand défi de la Guinée. Jean-Jacques, dans ces cas-là, nous revenons toujours à cette question ou cette problématique qui me dérange à chaque fois quand je parle de l'Afrique. Est-ce que la démocratie est compatible avec la pauvreté? Parce que les pays africains sont pauvres. Tu viens de soulever le problème d'argent. Comment faire pour organiser les élections? C'est là où je reviens toujours pour dire, est-ce que la démocratie est-elle compatible avec la pauvreté? Parce que nous avons... Oui. La démocratie à l'européenne est un luxe que les pauvres ne peuvent pas se donner. Parce que la démocratie à l'européenne exige que des voix se réunissent pour voter un individu
en fonction de son plan, de son travail. Mais les démocraties africaines, c'est un consensus qui vient de nos villages et de nos élus locaux en tenant compte de la vie et des actes des personnes qui vivent dans nos communautés. Dans nos villages, on élisait nos représentants en fonction de leur travail qu'ils font. Dans les villages, c'était celui qui travaille le plus dur, qui avait le plus grand champ, qui produisait des bonnes récoltes, qui était celui qui devait parler des problèmes des récoltes dans la population. Nos modèles étaient par rapport aux modèles de la société. Mais nos élites sont ceux nos candidats qui viennent nous diriger sont des gens qui ont détourné des fonds, qui ont été limogés, qui entrent dans l'opposition, qui font du bruit et qui sont électifs, qui posent qui se font candidats pour être élus. Quand ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Dans notre démocratie, l'africaine peut-être sera un modèle à étudier, bien sûr, à mettre à jour en tenant compte des réalités pour que ce soit un modèle pour nous. La démocratie à l'européenne, c'est un luxe que les Africains ne peuvent pas parce que la démocratie requiert des moyens financiers que la plupart des populations n'ont pas et ça demande une redevabilité aux personnes qui élisent et non à la population. C'est ça le problème de la démocratie à l'européenne. Redevabilité aux électeurs qui élisent, qui sont les grands électeurs, pas aux populations locales qui sont. C'est ça le grand danger de la démocratie occidentale. La personne qui te nourrit te tient, comme on dit. Ouais. Exactement. On va terminer. Je demanderai à chacun de vous de dire ce qu'il faut pour que la CEDEAO et l'Union africaine puissent se faire entendre. Moi, je dirais que la CEDEAO arrête de jouer le chaud et du froid dans les situations délicates comme celle de la Guinée. La CEDEAO ne doit pas seulement se réunir pour condamner. Okay? La CEDEAO doit se réunir pour prévenir ce genre de situation qui devait déjà être à l'avance. Okay? Il fallait que la CEDEAO impose des sanctions, comme ils ont dit, poser des sanctions maintenant aux putschistes, à Alpha Condé à l'époque quand il tentait de modifier la Constitution. Pour que Donc, il faudrait que la CEDEAO nous arrête de faire ce jeu des Occidentaux du feu et du froid. Et au peuple guinéen de ne pas lâcher prise, de continuer à se battre parce qu'ils ont les ressources. À travers l'histoire, il y a des grands noms en Guinée qui ont fait de la lutte, qui ont permis à Guinée de se reconnaître comme une nation puissante, aux Guinéens de ne pas lâcher, de continuer à se voir. Les présidents de la région, de la sous-région, doivent arrêter d'être hypocrites, de ne pas jouer les jeux de l'autruche, être la tête basse pour ne pas voir la réalité. Ils sont en partie responsables de la situation chaotique qu'il y a en Guinée parce qu'ils ont légitimé un président qui a été contesté par la population locale. Donc, ils doivent assumer cela et mettre les moyens qu'il faut, financiers, pour aider la Guinée à sortir de cette crise. S'il y a un gouvernement d'union nationale qui doit être formé, la CEDEAO doit s'impliquer, donner les moyens nécessaires pour que ce gouvernement soit en mesure d'organiser des élections dans les délais les plus proches et que la CEDEAO s'implique à ce que les putschistes ne se transforment pas en civils pour prendre le pouvoir après. C'est ça leur responsabilité. Tout à fait. À cause de leur irresponsabilité précédente. Tout à fait. Je partage ton avis. Alors, la CEDEAO est responsable de cette situation. Ils auraient dû intervenir quand Alpha Condé voulait modifier la Constitution. C'est là qu'il fallait qu'ils interviennent. Mais là, nous sommes dans une situation inextricable. Je ne sais pas, sincèrement, j'avoue mon ignorance, je ne sais pas comment on va sortir de cette situation. Ils sont responsables de cette situation. À chaque fois, ils laissent les chefs d'État modifier la Constitution. Ils ont laissé Ouattara. Je pense que Ouattara aussi avait modifié la Constitution. Ils ont laissé de je ne sais pas quel pays encore. Ils sont responsables. Ils viennent condamner après. Pourquoi ne pas condamner avant? Ouais, je rappelle qu'Afri Impact Magazine a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Mombank Mass, journaliste, éditorialiste, politique et fondateur du site d'information et magazine en ligne La Gazette du Continent, et aussi Jean-Jacques Kayembe, médecin spécialiste en santé publique, travaillant dans le département de santé publique de la ville de Seattle dans la riposte contre le Covid, aussi consultant pour divers ONG opérant en RDC. Et enfin, Lassana Dembélé, militant des droits de l'homme et leader communautaire. Merci beaucoup. Merci à tous.